Merci Jérôme, merci encore pour cette deuxième invitation. Je suis très content de revenir. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, là, on va parler un peu moins de physique et de technique et un peu plus d'économie. Parce que la question qu'on va se poser, c'est, voilà, la dernière fois, on avait cité un certain nombre de choses, de mesures techniques qu'il faudrait faire pour que la transition bas carbone ait lieu. Maintenant, la question, c'est, OK, politiquement et économiquement, comment on met ça en place? Et donc, on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en vigueur ou sur le point de rentrer en vigueur, et puis qu'il y a peut-être des choses qu'il faudrait faire pour compléter tout ça. Donc, et donc sur ce volet économique, comment on va traiter le sujet? En fait, le programme, c'est le suivant. Bon, d'abord, je vais commencer par un rapide rappel du constat, donc, qui va globalement être le même que la dernière fois. Donc, je vais aller assez vite. Ensuite, je vais essayer de vous démontrer qu'il y a besoin réellement d'une politique économique de décarbonation, au sens où la décarbonation ne peut pas être que la somme de petites actions individuelles. Et donc ensuite, je vais lister un certain nombre de leviers que peut prendre cette politique bas carbone, avec à la fois un levier du côté des prix, via la question de la tarification carbone, un levier du côté des règles, typiquement des interdictions ciblées de tel ou tel usage, une question également en termes de moyens financiers. On va voir que tout ça, ça va demander des sous, et notamment des investissements publics. Et puis, un vrai sujet aussi dont on parle peut-être moins, mais qui est la question de la propriété. C'est-à-dire finalement, à qui appartiennent les entreprises du secteur énergétique et comment ça peut jouer sur tout ça. Avec finalement, de manière transversale, en filigrane, la question de dire, en fait, est-ce qu'au bout du compte, on pense que le politique peut agir sur l'économie, en l'occurrence pour faire cette fameuse transition bas carbone, ou est-ce qu'on identifie des freins à l'action politique? Et puis on terminera, alors si j'ai le temps, par une petite cartographie des systèmes économiques existants ou envisageables, et de dire, voilà, en termes de système économique, qu'est-ce qui serait plus ou moins compatible avec ce qu'on a besoin de faire pour la transition bas carbone. Donc voilà le programme. Donc sur le constat, bon, je vais vite parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois, puis de toute façon, je pense que vous l'avez bien en tête. Le gros sujet, c'est la décarbonation de notre économie. On a une économie mondiale et française qui est aujourd'hui très carbonée, et ça pose un double problème, la double contrainte carbone, comme on appelle ça. Premier problème, la combustion des énergies fossiles émet plein de gaz à effet de serre qui dérèglent le climat. Et deuxième problème, les énergies fossiles sont non renouvelables. Donc chaque fois qu'on en consomme, on vide un peu plus les stocks. Et va arriver un moment où on aura un problème de rareté géologique. Et avant cela, un problème de dépendance géostratégique pour des pays comme la France qui n'ont pas ou plus d'hydrocarbures, quasiment pas dans leur sous-sol. Et à tout ça peut s'ajouter un problème économique si les cours des hydrocarbures en question explosent sur les marchés. Donc, ça, c'est la double bonne raison de décarboner notre économie. Et généralement, on résume ça à travers un objectif simplifié, même si c'est un peu plus compliqué que ça, qui est de dire il faut viser le zéro émission net à l'horizon 2050, c'est-à-dire on n'émet plus rien, ou alors de très faibles émissions résiduelles qu'on est capable de réabsorber par ailleurs via nos puits de carbone. Et pourquoi je dis que c'est un peu plus compliqué? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas uniquement la cible, mais c'est aussi la trajectoire. C'est en fait l'intégrale de tout ce qu'on va émettre d'ici là. Mais voilà, on retient généralement cet objectif-là de manière un peu simplifiée. Ce que j'ai raconté la dernière fois, et donc là je ne vais pas y revenir en détail, c'est qu'il y a deux grandes façons complémentaires qui pour moi ne s'excluent pas, qui permettent de décarboner. C'est soit on décarbone unitairement chaque point de PIB par des mesures techniques, et donc là on fait baisser l'intensité carbone, on est plutôt sur ce que moi j'appelle de la transition, soit on fait baisser en volume le PIB en réduisant les volumes produits et consommés, donc là on est plutôt sur de la décroissance, et pour moi, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, pour moi il faut faire les deux à fond. Aujourd'hui, donc, on va plutôt parler d'économie de la transition, même si je dirais quelques mots sur la décroissance, mais ce serait presque encore une autre intervention si on voulait parler d'économie de la décroissance. J'en parle en détail dans mes bouquins, mais là, on va parler déjà dans un premier temps de transition. Et donc, quand on dit transition, alors pareil, je ne vais pas tout redétailler, mais j'avais introduit le sujet avec ce petit schéma la dernière fois en disant que c'est un certain nombre de mesures, donc notamment de l'électrification, ce qui est quand même le gros morceau, d'électrifier tout ce qui peut l'être avec de l'électricité bas carbone, donc nucléaire ou renouvelable. En plus de cela, c'est avoir recours à la biomasse, mais également à la chaleur renouvelable, typiquement solaire thermique ou géothermie. Et donc ça, c'est les différents moyens pour décarboner l'énergie qu'on utilise. En parallèle de quoi, il faut viser à utiliser le moins d'énergie possible à usage constant. Donc ça, c'est l'efficacité, typiquement la rénovation thermique des bâtiments, par exemple.
Et en parallèle de quoi, on a aussi la sobriété, c'est-à-dire de réduire les usages, mais là, on retombe sur la décroissance. Et puis, il y a tout un sujet aussi sur le développement des puits de carbone pour réabsorber autant que possible les émissions résiduelles. Donc la question à partir de maintenant, c'est OK, comment on met tout ça en place, au-delà de la technique, si on va sur la politique et l'économie, comment on met tout ça en place? Et donc déjà un premier message, ça va être de vous dire que, oui, pour moi, il faut une politique de décarbonation, au sens le plus noble du mot politique, c'est-à-dire une action publique délibérément, orientée dans ce sens. Pourquoi? Parce que les actions individuelles, bon évidemment, elles sont fondamentales, je ne vais pas dire l'inverse, mais elles ne suffisent pas quantitativement. Typiquement, il y a un rapport Carbone 4 qui avait montré qu'il y avait à peu près, si on faisait un niveau d'action individuelle très ambitieux, on était à peu près à un quart du boulot. On faisait à peu près un quart des réductions d'émissions de CO2 qu'il fallait si on se contente, entre guillemets, de moins prendre l'avion, de moins manger de viande, etc. Donc il faut le faire absolument, mais ça ne suffit pas. Les trois quarts restants, c'est plutôt de l'action collective et systémique, parce qu'on parle bah voilà, de transformer des réseaux de transport, des réseaux énergétiques, de faire de gros investissements. Et donc, c'est quelque chose qui ne se réduit pas à une somme d'actions individuelles. Donc ça, c'est une première façon de le voir. La deuxième façon de le voir, c'est de dire que l'action individuelle, elle est malheureusement soumise à une forme de dilemme du prisonnier, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle on aurait tous collectivement intérêt à agir, sauf que individuellement, chacun fait son arbitrage et se rend compte qu'il a plutôt intérêt à ne pas agir. C'est-à-dire que chaque individu peut faire le calcul suivant, de se dire bah, finalement, si j'agis écologiquement, ça va me faire de grosses contraintes dans mon quotidien, alors que si je suis seul à m'y mettre, bah, il n'y aura aucun résultat écologique macro. Le résultat climatique sera quasiment nul. Alors que par contre, si tous les autres s'y mettent et que moi je fais rien, bah, je bénéficierai comme tout le monde d'un climat qui sera resté sous contrôle, alors que je ne me serais pas embêté. Et donc, faisant ce calcul individuel, tout le monde a intérêt à ne rien faire. Résultat, la plupart des gens ne font rien, et on est sur quelque chose de très sous-optimal d'un point de vue collectif. Donc évidemment, je caricature un petit peu, hein, parce que maintenant, il y a plein de gens quand même qui s'y mettent, mais on est quand même contraint par ce truc-là de dire pourquoi je m'y mettrais si les autres n'en font pas autant. Et donc, comment on sort du dilemme du prisonnier? Bah, en se synchronisant collectivement, et se synchroniser collectivement, bah, c'est finalement faire de la politique, au sens noble du terme. C'est de se dire, bah, on va s'auto-contraindre démocratiquement en élaborant des lois qui nous poussent tous à agir dans le même sens. Et là, c'est bien mieux vécu parce qu'on se dit, bon, bah, ok, je suis prêt à faire l'effort, sachant que bah, d'une part, j'y suis obligé, d'autre part, les autres vont le faire aussi, et puis ça garantit le résultat d'arriver puisque tout le monde pousse dans la même direction. Donc, il faut aller sur une politique bas carbone. Mais une politique bas carbone, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on se met à la place des pouvoirs publics. Quels leviers ils ont pour agir, en fait? Bah, ils ont deux types de leviers. Soit ils peuvent tenter d'orienter l'action des acteurs privés, donc les entreprises et les consommateurs. Donc là, ça va être typiquement, je vais le détailler après, mais ça va être typiquement en subventionnant ce qui est vertueux, c'est-à-dire ce qui est bas carbone, en taxant ce qui n'est pas vertueux, c'est-à-dire ce qui est carboné, en mettant des quotas quantitatifs pour limiter les quantités de certains usages, voire en allant jusqu'à interdire totalement les usages jugés les plus nuisibles. Donc ça, c'est j'influe sur l'action des acteurs privés, mais il y a aussi l'action publique directe, si je puis dire, où là, c'est via les investissements publics, c'est-à-dire directement sur fonds publics, ou via des entreprises publiques, c'est-à-dire via le fait que l'État aurait certains pans de l'appareil productif. Donc si je détaille un petit peu tout ça, donc il y a un premier sujet donc, qui est la question des prix, question donc de la tarification carbone. Aujourd'hui, les prix tels qu'ils existent sont souvent des prix de marché, c'est-à-dire qui résultent d'un équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre les entreprises et les consommateurs. Et donc, typiquement, si tout le monde veut d'un produit et qu'il n'y en a pas assez, bon, bah, le prix va augmenter et ça va inciter les entreprises à en faire plus. Donc voilà, c'est traditionnellement comme ça que ça fonctionne. Le problème de ça, c'est que le prix, du coup, n'inclut pas tout ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire des choses dont pourraient pâtir tous les gens qui ne sont ni les entreprises ni les consommateurs, mais qui sont les tierces parties, c'est-à-dire la société autour ou l'environnement autour. Et donc ça, on parle d'externalités, en l'occurrence d'externalités environnementales.
Et l'idée de la tarification carbone, c'est de dire on va réintégrer ces externalités dans les prix en donnant un prix à la tonne de carbone. Euh, et donc là, il y a deux façons de faire. Euh, Soit on met directement un prix à la tonne de carbone, donc via la taxe carbone. Donc nous, on a ça au niveau français. Soit on met en place un système d'échange de quotas carbone, c'est-à-dire que chacun a le droit d'émettre jusqu'à un certain seuil. Et s'il veut émettre plus, il doit aller acheter la différence sur un marché. Et sur ce marché, à l'inverse, bah, les gens qui émettent moins que leur plafond vont revendre la différence. Et donc, voilà, ils échangent comme ça leurs quotas et il en résulte un prix de marché. Alors, dans les deux cas, donc ça existe au niveau européen. Et dans les deux cas, donc que ça soit taxe carbone ou quota carbone, dans la pratique, bon, c'est très insuffisant. Hein. Et même, donc si je fais le panorama mondial, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous n'avez aujourd'hui qu'un quart des émissions de CO2 qui ont un prix. Donc les trois quarts ne sont pas couverts par cette tarification carbone. En France, on est plutôt pas mal par rapport à la moyenne mondiale, puisque la moitié des émissions ont un prix, mais ça veut dire quand même que l'autre moitié n'en a pas. Et en plus, il ne suffit pas juste d'avoir un prix, il faut que le prix soit suffisamment incitatif. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, on est en moyenne sur 5-6 dollars la tonne de CO2, alors que les spécialistes considèrent, alors c'est toujours dur à évaluer, mais qu'il faudrait plutôt 10 fois plus, donc 50 ou 60 dollars la tonne. Donc aujourd'hui, cette tarification carbone est très insuffisante dans la pratique, et en plus, elle est en partie sapée par le fait que persistent encore de nombreuses subventions pour le fossile. Que ça soit, alors surtout récemment à l'occasion de la crise énergétique, hein, mais que ce soit les chèques énergie, les chèques carburant, les exonérations de kérosène, etc. C'est des subventions aux fossiles qui du coup vont dans le mauvais sens. Donc ça c'est dans la pratique, mais quand bien même ce serait parfait dans la pratique, quand bien même toutes les émissions seraient couvertes à 100% avec un prix convenable, dans le principe même, la tarification carbone ne peut probablement pas suffire. Pourquoi? Parce que si vous regardez les deux bouts de l'échelle sociale, si je puis dire, vous avez un problème à la fois du côté des plus pauvres et des plus riches. Les plus pauvres, si vous leur dites, bah, on augmente le prix des biens carbonés pour vous pousser à transiter vers des moyens bas carbone, le problème c'est qu'ils n'ont souvent pas les moyens de faire cette transition vers du véhicule électrique, vers de la rénovation thermique, etc. Et donc là, ils subissent juste en fait une hausse du coût de la vie, un appauvrissement supplémentaire alors qu'ils sont déjà en difficulté, sans avoir les moyens de faire autrement. Exemple typique, les ménages ruraux qui dépendent de leur voiture pour se déplacer et qui ont des revenus modestes, donc typiquement le phénomène gilet jaune. Et à l'autre bout de l'échelle, une tarification carbone ne touchera pas non plus les plus riches, parce que le riche propriétaire de SUV, si je caricature, si on lui augmente un peu le prix de l'essence à la pompe, il s'en fiche complètement. Il a largement les moyens d'encaisser ça, donc il roulera autant. Et donc, on a quelque chose qui est à la fois injuste socialement, mais qui est en plus inefficace. Et finalement, ça va jouer un peu que sur les gens qui sont entre les deux, c'est-à-dire les classes moyennes qui, eux, vont se dire, bon, tiens, si c'est un peu plus cher, je vais peut-être changer et j'ai les moyens de changer. Mais ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, on peut atténuer un peu tout ça en se disant, cette tarification carbone va générer des revenus qu'on peut justement utiliser pour aider les plus pauvres. Mais enfin, voilà, on sent bien que quand même que ça ne va pas épuiser le sujet. Et donc, pour aller un cran plus loin, il faut utiliser une autre arme, qui est l'arme réglementaire ou législative, c'est-à-dire mettre des règles et typiquement interdire certaines choses. Donc là encore, c'est quelque chose qui se fait déjà. Au niveau français, vous avez tout un processus qui est enclenché pour interdire progressivement les chaudières au fioul et au gaz, typiquement. C'est plus avancé sur le fioul que sur le gaz, enfin, je ne détaille pas, mais vous avez des choses aussi pour interdire progressivement la location des passoires thermiques. Donc dans le bâtiment, vous avez comme ça un certain nombre de choses. Dans les transports au niveau européen, bah, vous avez la fameuse interdiction à la vente des véhicules thermiques en 2035, donc qui a fait beaucoup couler d'encre à l'occasion de la campagne pour les européennes. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'interdictions qui sont en vigueur ou dans les tuyaux. Et là, l'avantage, c'est que bah, socialement, pour le coup, ça s'applique de la même manière à tout le monde. Vous avez beau être riche, vous ne pouvez pas payer le prix de la taxe carbone et continuer à faire comme avant. C'est interdit, c'est interdit. La loi s'applique à tous. Et en plus, l'efficacité est
garantie dans le sens où, avec une tarification carbone, vous augmentez les prix en espérant que les consommateurs vont s'adapter, mais il y a une hypothèse derrière, en termes de comportement des consommateurs. Là, si quelque chose est interdit, c'est interdit. C'est-à-dire que c'est sûr que l'usage va diminuer ou va même s'annuler. Pardon. Alors après, dans la pratique, c'est sûr qu'on peut dire les interdictions que j'ai citées là, elles suffisent pas du tout. Elles pourraient être plus ambitieuses, elles pourraient être plus rapides, elles pourraient concerner bien d'autres domaines. Donc, dans la pratique, là aussi, il y a des choses à dire. Et puis, dans le principe, il suffit pas d'interdire quelque chose, encore faut-il proposer et faciliter la mise en place d'alternatives. Parce que si vous voulez, à ce moment-là, on peut dire on interdit demain matin toutes les énergies fossiles. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas d'alternative, bah, les gens vont pas arrêter du jour au lendemain de se chauffer, de se déplacer ou de se nourrir. Donc, il faut favoriser la mise en place d'alternatives. Typiquement, si vous allez jusqu'à interdire progressivement le chauffage fossile, ça veut dire qu'à côté, dans un même mouvement, vous subventionnez les pompes à chaleur et solaires thermiques. Pareil, si vous interdisez progressivement les passoires thermiques, ça veut dire qu'à côté, vous subventionnez fortement la rénovation thermique. Toujours pareil, si vous interdisez les véhicules thermiques, ça veut dire que vous faites en sorte d'avoir à côté un réseau de transport public abondant, pas cher, fiable, etc. Ou des solutions qui vont bien en termes de mobilité douce ou de véhicules électriques. Et donc à chaque fois, on voit qu'il ne suffit pas d'interdire, il faut aussi massivement aider à transiter vers des solutions bas carbone, et que ça demande des moyens. Ça demande de subventionner, ça demande d'investir dans de nouvelles infrastructures. Et la question donc, c'est combien ça coûte. Et donc là, on arrive sur le coût de la transition, et donc les moyens financiers que ça nécessite. Et alors, bon, il y a plusieurs études qui existent, mais notamment l'Institut Rousseau a fait une étude qui a un peu fait référence, qui s'appelait 2% pour 2 degrés, donc dont le message principal était qu'en France, euh, pour décarboner au bon rythme, pour tenir pour limiter le réchauffement à 2 degrés, il faudrait y consacrer en gros 2% du PIB par an entre maintenant et 2050, en investissement supplémentaire. Étant entendu qu'en plus de ça, on réoriente de nombreux investissements déjà existants, et on les réoriente du carboné vers le bas carbone. Euh, alors, il détaille dans quel secteur il faudrait faire tous ces investissements. Moi, je ne vais pas forcément tout détailler. Hein. Bon, les gros morceaux, sans surprise, c'est transport, bâtiment, énergie. À noter quand même que dans les transports, on est surtout sur de la réorientation d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir comme on le fait depuis des décennies, dans le fait d'acheter et de renouveler son véhicule thermique, en fait, ça coûte très cher. Donc là, ces sommes-là seraient simplement réorientées vers du transport en commun ou du véhicule électrique, typiquement, ou de la mobilité douce. Donc ça, c'est à la place de. Par contre, pour le bâtiment ou l'énergie, c'est des sommes en plus. Là, c'est vraiment des investissements en plus qu'il faut faire, donc des sommes en plus qu'il faut trouver. Et donc, et alors, évidemment, il y aura une partie de privé, une partie de public là-dedans, mais eux estiment que le public aurait quand même une part très importante, parce qu'il y a une bonne partie de ces investissements qui, en fait, vont pas être rentables à court terme, etc. Donc, vont vraiment relever de l'intérêt général, et donc, c'est à l'État de les prendre en charge. Et ça correspondrait à peu près à une quarantaine de milliards d'euros par an, ce qui est une somme conséquente, mais pas si gigantesque que ça si on la compare à d'autres choses. Voilà. Pour comparaison, la fraude fiscale annuelle, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Les dividendes versés aux actionnaires en 2019, c'était une cinquantaine de milliards, etc. Donc, c'est beaucoup, mais voilà, ça peut être comparé à un certain nombre d'autres dépenses ou d'autres sommes qui sont aujourd'hui en vigueur. Donc ça, c'est pour les moyens, mais on peut aller même encore un cran plus loin et poser la question de la propriété, parce que les moyens, c'est sous-entendu l'État paye, mais c'est pas ça peut être en face des acteurs privés qui bénéficient des investissements publics pour ensuite faire des choses. Mais il y a un certain nombre de cas où on peut même se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas que certains secteurs soient publics ou que certaines entreprises soient publiques. Et là, il faut avoir. Là, je vais faire juste une petite parenthèse historique. Il faut bien avoir en tête qu'à la fin du XXe siècle, on a eu comme ça un mouvement assez conséquent de privatisation et de libéralisation de nombreux secteurs, en France et dans d'autres pays, où typiquement les secteurs de l'énergie, mais aussi des transports, des télécoms, des banques, ont petit à petit été
privatisé ou mis en concurrence avec le privé, à l'occasion notamment de ce qu'on a appelé le tournant néolibéral, donc qui s'est passé, on va dire, dans les années 80-90, ça dépend des endroits. Euh, et donc, si je zoome par exemple sur le secteur de l'énergie, il faut bien avoir en tête que dans les années, si vous voulez, entre la libération, au milieu des années 40 et les années 90, l'électricité, c'était un monopole public. Il n'y avait pas de marché de l'électricité, il y avait un acteur, EDF, qui délivrait un service public en la matière. Et ça marchait pas trop mal, hein, parce qu'on a quand même reconstruit le pays comme ça, on a quand même développé le parc nucléaire comme ça, donc c'est quand même quelque chose qui a fait ses preuves. Pareil pour le gaz, on avait un monopole public, GDF. Bon, et le pétrole, c'était un peu plus compliqué. Il y avait Total et Elf, critiquable à bien des égards évidemment, mais enfin qui étaient quand même sous un large contrôle étatique. Depuis les années 90, tous ces secteurs-là ont été soit privatisés, soit mis en concurrence avec le privé. Et alors, dans le cas de l'électricité, là, c'est particulièrement emblématique, c'est qu'avant, on avait un fonctionnement en fait très simple, où vous aviez EDF qui avait à la fois qui produisait l'électricité, qui la transportait, qui la distribuait et qui la commercialisait. Et en fait, vous aviez juste les usagers. L'électricité, elle était généralement vendue à prix coûtant, plus une marge permettant de couvrir les investissements. Et puis s'il y avait de toute façon des profits un peu excessifs, ils allaient dans les caisses de la collectivité pour financer d'autres dépenses d'intérêt général. Et les prix étaient fixés par les pouvoirs publics, donc ils n'étaient pas en train de fluctuer sur un marché, donc vous aviez une visibilité de long terme. Et donc si on avait un système comme ça aujourd'hui, ça permettrait de dire, en fait, on met des prix de l'électricité bas et stables, et ça permet ça incite très fortement tout le monde à transiter vers de l'électrification. Alors qu'aujourd'hui, on a un système qui est représenté à droite qui est beaucoup plus compliqué, où déjà EDF a été coupé en plusieurs morceaux, et où en plus il est mis en concurrence avec des dizaines de fournisseurs alternatifs. Et pour que les fournisseurs rencontrent les producteurs, vous avez un système de marché, une espèce de bourse de l'électricité, où les prix peuvent totalement exploser, comme on a eu par exemple à l'été 2022, ou au contraire, un peu avant, on a eu des phases avec des prix négatifs, donc qui n'incitent pas du tout à l'investissement, évidemment. Donc voilà, on a quelque chose en tout cas de très fluctuant, et c'est très compliqué pour les entreprises et pour les consommateurs de se projeter là-dedans en disant si j'électrifie mon chauffage ou mon véhicule, je ne sais pas quelle va être ma facture demain. Donc ça, c'est un véritable problème, et là, on peut quand même se poser la question de est-ce qu'on veut continuer avec un système comme ça. D'autant plus que dans la pratique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, celui qui produit concrètement de l'électricité, c'est toujours EDF. C'est entre 80 et 90% de l'électricité réellement produite en France qui est produite par EDF, notamment le parc nucléaire et les barrages. Hein. Et en fait, la production privée, c'est pas grand-chose, et donc 10-15%. Et il faut bien avoir en tête qu'une bonne partie des fournisseurs privés en fait ne produisent rien. C'est-à-dire que ce sont juste des intermédiaires qui prélèvent une marge, mais sans valeur ajoutée technique. Et donc ça, c'est quand même un véritable souci. Bon voilà, après je rentre pas dans le détail dans le fonctionnement de ce marché, on pourrait y revenir, mais toujours est-il que ça pose la question de est-ce qu'il ne faudrait pas, dans certains secteurs, renationaliser des choses. C'est pas un gros mot, hein. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été nationalisées, par exemple à la Libération. Sous De Gaulle, vous aviez comme ça, hein, et puis en fait pendant toutes les 30 glorieuses, hein, jusqu'aux années 90, vous aviez comme ça un certain nombre de secteurs qui étaient directement sous le contrôle public. Alors, je ne dis pas évidemment de faire ça pour toute l'économie, mais dans certains secteurs clés particulièrement utiles pour la transition, ça pourrait être intéressant, dans le sens où l'État aurait directement un levier d'action. Euh, Est-ce que c'est faisable techniquement? Bien sûr que oui, puisqu'on l'a fait pendant 50 ans. Et vous avez un certain nombre de spécialistes qui confirment qu'aujourd'hui ce serait faisable, ça ne reviendrait pas à se déconnecter de nos voisins, ou ce genre de choses qu'on entend parfois. Donc ce serait faisable. À quel coût financier? Alors, faible dans le cas de l'électricité, puisque j'ai dit EDF produit déjà quasiment tout. Donc là, il n'y aura pas spécialement à racheter des fournisseurs privés. Et en gros, le gros de la production est déjà public. Dans le gaz, là, il faudrait aller, si on voulait renationaliser Engie, donc ex-GDF, là, ça coûterait un peu d'argent. Mais enfin, il a été calculé, donc c'est Aurélien Bernier qui est un spécialiste du sujet, qui a calculé que pour nationaliser Engie, si vous prenez les aides que l'État a versées pendant la crise énergétique 2021-2023, en gros, vous aviez 3 fois les montants nécessaires pour nationaliser Engie.
Donc voilà, c'est une question aussi de volonté politique. Et pour Total Énergie, bon là évidemment la somme est plus élevée, mais pareil, Aurélien Bernier dans un autre livre montre que c'est quelque chose qui serait envisageable. Et là, vous vous retrouvez à avoir directement la main sur des acteurs absolument clés. C'est-à-dire que l'impact climaticide d'un Total Énergie est colossal. Aujourd'hui, on en est réduit à essayer de l'inciter ou de lui demander de faire des efforts. Si demain ça devient une entreprise publique, on peut, comme on le souhaite, faire diminuer la production et la consommation de pétrole au rythme souhaité. Donc voilà, c'est quand même une question, c'est quand même une question à poser. Et donc en filigrane de tout ça, il y a quand même la question récurrente de dire est-ce que le politique peut agir sur l'économie? Alors oui, je viens de vous le montrer de différentes manières, mais il y a quand même des objections qui reviennent régulièrement. Et alors j'en ai choisi deux, il y en a peut-être plus, mais euh, comme je l'ai dit, une politique bas carbone, et une politique en général d'ailleurs, hein, ça pourrait être vrai sur d'autres sujets, c'est souvent soit on oriente les acteurs privés euh, en leur mettant des règles pour les pousser dans telle ou telle direction. Mais là, l'objection qui va venir, c'est d'accord, mais si on le fait sur un seul pays ou sur un seul continent et que les autres ne le font pas, ben, comment on fait? On va se désavantager. Et l'autre façon de faire, je l'ai dit, bah, c'est que la puissance publique intervienne directement avec ses propres fonds. Mais là, on va dire, OK, mais il faut des moyens financiers pour ça, et on est aujourd'hui très endetté en termes de dette publique. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment des contraintes et des freins qui empêcheraient l'action publique? Moi, je ne le crois pas, et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, assez rapidement. Si vous regardez, donc déjà sur la question de la dette, donc effectivement, la dette publique française, elle est quelque part au-dessus de 115% du PIB. Alors ça, c'était en 2022, ça a un petit peu baissé depuis. Parce que la dette française a baissé ces dernières années, notamment du fait de l'inflation. Mais globalement, si on compare à d'autres grandes puissances, bon, le Royaume-Uni a plus de 100%, les États-Unis sont à quasiment 150%, l'Italie pareil, le Japon est à près de 250%. Alors évidemment, chaque pays a ses spécificités, mais on voit que c'est pas anormal pour une grande puissance d'avoir ce niveau de dette publique. Et puis, on cible toujours la dette publique, mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a une dette privée qui est importante, qui est même plus importante. Ce qui est un chiffre qui est rarement donné, mais en France, la dette privée est plus importante, même beaucoup plus importante que la dette publique. La dette privée, c'est la dette des ménages et des entreprises. Euh, donc il faudrait aussi peut-être regarder de ce côté-là. Je rappelle que la dernière grande crise financière, la crise des subprimes, était une crise de la dette privée, due à un excès de dette immobilière. Et en fait, ce qui compte, parce qu'on pourrait se dire, d'accord, mais à quel stade ça devient grave en fait d'être endetté? En fait, ce qui compte, c'est pas tellement le volume de dette, c'est plutôt qu'est-ce que ça coûte aux finances publiques chaque année. Parce qu'en fait, chaque année, il faut payer les intérêts aux investisseurs. Et donc, la question, c'est ces intérêts, ça représente quel pourcentage du PIB? Parce que les intérêts, c'est des impôts qu'on collecte et qui vont aux créanciers et qui ne vont pas aux dépenses publiques. Donc effectivement, si ça commence à représenter 50% des impôts qui vont en intérêts et puis en dépenses publiques, ça devient compliqué. À la limite, c'est là où il y aurait un vrai point de blocage potentiel. Mais en fait, les intérêts aujourd'hui, c'est à peu près 2% du PIB, les intérêts sur la dette publique. Donc en fait, c'est pas énorme. Et surtout, ça a plutôt baissé au cours des dernières décennies. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça a baissé alors que la dette en volume augmentait. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, les taux sur les bons du Trésor, sur les obligations d'État, a fortement baissé ces dernières années, notamment depuis ce qu'on a appelé le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne en 2015. Et même déjà dans la foulée de la crise des subprimes, en gros, les taux d'intérêt ont été mis au plus bas pour relancer la machine. Et puis pareil à l'occasion du Covid. Et donc les taux d'intérêt sont au plus bas et donc les États ne payent pas grand-chose. Et donc en fait, c'est un peu un endettement gratuit qui pose pas tellement de soucis. Donc, donc c'est pas plus un problème que ça. Alors, je dis pas que la dette publique peut jamais être un problème, hein. Il y a des cas historiques où ça s'est révélé être un problème. Mais là, aujourd'hui, dans des pays comme la France, c'est pas du tout un problème. Et quand bien même ça le deviendrait, c'est-à-dire que quand bien même les taux d'intérêt exploseraient ou les marchés financiers refuseraient de nous prêter, en fait, vous regardez de ce qui se fait dans les autres pays ou ce qui s'est fait à d'autres moments de l'histoire, vous avez plein de moyens techniques de vous en sortir. Vous pouvez emprunter directement à votre banque centrale, vous pouvez annuler tout ou partie de votre dette, vous pouvez aller prélever des recettes fiscales sur les plus aisés, vous pouvez faire plein de choses. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation assez paradoxale, en fait, où il y a une contrainte,
mais qui est une contrainte assez arbitraire. C'est les fameux 3%. Donc c'est dans les traités européens où il est écrit qu'il faut viser une réduction du déficit public pour descendre sous les 3%. Donc en déficit, hein, pas en dette. C'est-à-dire le déficit qu'on a chaque année. La dette, c'est le cumul. Et donc voilà, il y a ces fameux 3% qui n'ont pas de rationalité économique, hein. Je pourrais revenir sur comment ce chiffre a été construit. Et qui fait qu'on se contraint au nom d'une fausse contrainte, et ça nous limite dans nos possibilités financières pour essayer de décarboner au plus vite, pour répondre pour le coup à des vraies contraintes que sont le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources fossiles. Euh, et puis donc ça c'est pour la dette, et puis rapidement il y a la question de la contrainte internationale, parce que là on dit bah oui mais si on met en place des réglementations contraignantes écologiques au niveau d'un pays ou d'un continent, bah, les capitaux vont fuir à l'étranger, on va plus être attractif, et on va plus être compétitif, donc c'est-à-dire on va se désavantager dans la concurrence internationale. Alors ça c'est vrai, en fait c'est vrai en partie, c'est-à-dire que c'est vrai si on reste dans un régime d'économie totalement ouverte, comme c'est tend à être le cas depuis ces dernières années ou décennies. Mais là encore, c'est quelque chose qui s'est opéré avec le tournant néolibéral dans les années 80-90, qui a instauré la mondialisation et le libre-échange comme règle absolue. Mais avant ça, dans les 30 Glorieuses, vous aviez des économies qui étaient relativement auto-centrées. Alors, il y avait du commerce international, bien sûr, c'était pas du tout l'autarcie, enfin, moi je défends pas du tout ça. Mais il y avait une forme comme ça de régulation commerciale des flux financiers, pardon, une régulation des flux commerciaux et des flux financiers aux frontières. Et vous ne pouviez pas comme ça délocaliser, vous ne pouviez pas comme ça faire de l'évasion fiscale, et vous pouviez comme ça protéger certaines industries stratégiques. Vous pouviez faire un certain nombre de choses. Et donc en fait, il suffirait de remettre en place ce type de barrières commerciales et financières aux frontières. Un pays seul ou un continent seul pourrait le faire. Et ça permet comme ça de se protéger et de commencer à agir à son niveau sans attendre que le monde entier s'y mette. Et c'est d'autant plus indispensable qu'il y a bien un moment où il va falloir relocaliser des choses, puisque la moitié de notre empreinte carbone découle de nos importations, des émissions liées à nos importations. Et donc si on veut diminuer ça, eh ben, il ne suffit pas de décarboner l'économie française, mais il faut relocaliser un maximum de choses pour que notre consommation, bon, déjà baisse, ça c'est l'aspect décroissance, mais aussi soit autant que possible adressée par une production nationale bas carbone. Autant que possible. On ne pourra jamais évidemment tout faire nous-mêmes, il faudra toujours du commerce international. Et ça aussi, ça va impliquer une forme de barrière commerciale modérée aux frontières, et puis une politique industrielle pour développer certains secteurs. Donc voilà, et à ça se rajoute la question européenne, alors qui est d'actualité, donc là je pourrais développer s'il y a des questions, mais un certain nombre des mesures que j'ai citées seraient incompatibles avec les traités européens tels qu'ils existent aujourd'hui, notamment les mesures aux frontières, mais aussi les mesures de retour à des monopoles publics ou de financement direct auprès de la Banque centrale. Et donc, ça veut dire que si on veut faire ça, il faut soit modifier les règles du jeu au niveau européen, soit désobéir aux règles européennes, soit sortir même de la construction européenne. Donc là, il y a plusieurs options politiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail. Mais on a quand même un vrai sujet avec la contrainte européenne, ce qui n'exclut pas le fait que l'Europe, par ailleurs, prend un certain nombre de réglementations environnementales. Mais il faut bien avoir en tête qu'elle contraint aussi fortement les États et qu'elle les limite fortement dans leur capacité d'action. Voilà, c'est une critique que font beaucoup d'économistes ou de politiques de gauche notamment, hein, mais eurocritiques, on va dire, à la construction européenne. Voilà, j'ai une dernière partie sur la cartographie des systèmes économiques, mais alors je vais peut-être pas trop m'étendre si on veut laisser un peu de temps pour les questions. Je vais juste faire passer un message et on pourra revenir sur le reste après si vous voulez. Tout ce que je viens de dire montre que on a une faible compatibilité, je vais le dire comme ça, entre ce qu'il faut faire pour la transition écologique, d'une part, et d'autre part, les règles qui régissent le système actuellement en vigueur, qui est le néolibéralisme. J'ai dit qu'il faut faire des investissements publics massifs, mais le néolibéralisme, sa boussole, c'est plutôt l'austérité budgétaire. J'ai dit qu'il faut des réglementations contraignantes environnementales, mais le néolibéralisme essaye plutôt de minimiser les contraintes pour les entreprises. Il faut une logique industrielle de long terme, là où le néolibéralisme est plutôt dans une logique financière de court terme, voilà, la logique des marchés financiers. Il faudrait certains monopoles publics, là où le néolibéralisme a plutôt privatisé et mis en concurrence. Il faudrait planifier pour avoir une vision d'intérêt général et de long terme.
le néolibéralisme est plutôt sur le libre marché. On ne va pas chercher à orienter dans telle ou telle direction. Et puis, il faudrait relocaliser. Mais le néolibéralisme, lui, prône plutôt la mondialisation des échanges et le libre-échange. Donc tout ça est quand même très contradictoire, ce qui me fait dire que si on veut réellement une transition écologique qui aille au bon rythme, ça va impliquer une rupture partielle, voire totale, avec le néolibéralisme. Alors que ce ne sera pas forcément du jour au lendemain, hein, ça peut prendre différentes formes. Et il y a un certain nombre d'économistes, j'en ai cité quelques-uns là, mais il y en a plein d'autres, qui justement réfléchissent à ça, sont assez critiques du néolibéralisme et expliquent voilà, pragmatiquement quelle autre politique économique on pourrait mener. Donc, c'est souvent des gens d'inspiration post-keynésienne, enfin, il y a plusieurs écoles, mais voilà. Je vais passer sur... bon, j'avais quelques mots sur la décroissance et le capitalisme, je pourrais y revenir s'il y a des questions, je ne veux pas être trop long, donc en conclusion, mes principaux messages. Le premier, c'est pas un scoop, il faut décarboner vite et fort parce qu'on a une double contrainte carbone, donc climatique et énergétique. Ça nécessite, à mon sens, une politique économique dédiée, pas juste des petites actions individuelles. Cette politique, elle peut jouer sur les prix, c'est la tarification carbone, elle peut jouer sur les règles, c'est des interdictions ciblées, mais elle va demander des moyens publics significatifs en termes d'investissement, et elle peut poser la question de la propriété publique sur certains secteurs, notamment le secteur énergétique, et plus particulièrement électrique. Et donc tout ça, à mon sens, est faisable malgré la dette et malgré la mondialisation, qui pour moi sont des fausses contraintes qu'on peut mettre sous contrôle. Mais par contre, il faut être bien clair, ça implique une rupture partielle, voire totale, avec le néolibéralisme actuellement en vigueur. Voilà, donc pour aller plus loin, je vous renvoie vers mes différents ouvrages dans lesquels je détaille ça et bien d'autres choses. Et j'en ai fini, et je suis tout oui si vous avez des questions.